Tu ne souris plus jamais à un autre homme, tu m'entends » tonna Harold. Clara cligna des yeux, choquée. Il me demanda seulement l'heure. Avant qu'elle ait pu terminer, Harold frappa la table si fort que les assiettes s'entrechoquèrent. Ses yeux brûlaient d'une jalousie qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Et cette nuit-là, quelque chose se produisit qui allait changer sa vie à jamais. Avant de continuer, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires captivantes. Aimez et partagez. Plongeons-nous maintenant dans le vif du sujet. Le soleil matinal perçait à travers les rideaux de dentelle, dessinant de doux motifs dans le modeste salon de Clara Bennett. Elle s'assit au bord du canapé, attachant la petite broche en argent qui avait appartenu à sa défunte mère. Sa beauté n'était pas celle d'une peinture criarde, c'était cette élégance discrète qui faisait tourner les têtes sans comprendre pourquoi. Des yeux marrons chaleureux, un sourire délicat et des cheveux qui brillaient comme des mèches châtains sous la lumière. Clara était le genre de femme capable d'illuminer une pièce sans un mot. Et c'était précisément ce qu'Harold détestait. Dès leur mariage, Harold Bennett avait été fier de l'avoir à son bras. Mais avec le temps, la fierté avait pris le dessus. Il avait commencé à remarquer que les regards des inconnus s'attardaient sur elle au marché, que les commerçants souriaient de plus belle à son entrée, et que même le facteur semblait un peu trop joyeux lorsqu'il leur distribuait le courrier. Ce matin, Clara allait faire ses courses hebdomadaires. En sortant, le jeune homme qui travaillait à la boucherie d'en face lui adressa un signe de tête poli. Elle lui rendit son geste avec la même courtoisie qu'à tout le monde. Un bref sourire, rien de plus. Mais Harold, qui l'observait depuis la fenêtre de l'étage, vit tout autre chose. À son retour, il l'attendait à la porte. Qui était-ce? Sa voix était basse mais sèche. Clara fronça les sourcils. « Tu veux dire Simon? Il travaille chez le boucher. J'ai demandé s'ils avaient de l'agneau frais aujourd'hui. » Harold a serré la mâchoire. « Tu sembles terriblement amical avec beaucoup d'hommes ces jours-ci. » Elle secoua la tête et posa les courses. « Je suis aimable avec tout le monde. C'est ce qu'on appelle la politesse. » Mais Harold n'écoutait pas. Il repassait chaque interaction imaginée, chaque regard qu'il croyait avoir vu. Et tandis que ses pensées fermentaient dans son esprit, quelque chose de sombre commença à prendre racine. Quelque chose qui allait bientôt le pousser au-delà du point de non-retour. Dehors, le vent faisait vibrer les vitres, mais à l'intérieur, c'était la jalousie d'Harold qui rendait l'air lourd. Clara ne le savait pas encore, mais chaque pas qu'elle faisait à partir de ce moment la rapprochait d'une nuit inoubliable. C'était un samedi matin ensoleillé, lorsque Clara décida de prendre le chemin le plus long pour rentrer de la boulangerie. La rue principale grouillait de vie. Les vendeurs criaient leur prix, les enfants couraient d'un étal à l'autre, et l'odeur chaude du pain frais la suivait dans l'air. Elle s'arrêta brièvement devant un kiosque à fleurs pour admirer les tulipes jaunes, lorsqu'un homme de son âge, vêtu d'une chemise repassée et arborant un sourire facile, s'approcha. « Celles-là t'iraient bien, » dit-il. Clara lui jeta un regard poli. « Elles sont jolies, mais mon mari préfère les roses. » L'homme rit doucement. Un mari chanceux, donc. Il inclina la tête en signe d'adieu courtois et s'en alla. C'est ainsi que se déroulaient habituellement ces rencontres. Brèves, inoffensives et oubliées en quelques instants. Mais Harold les voyait différemment. Plus tard dans la journée, alors qu'elle s'arrêtait chez l'épicier pour choisir des pommes, un inconnu s'approcha. « Excusez-moi, madame, » dit-il. « Savez-vous où se trouve la gare routière ?» Clara désigna un coin de la rue. « À 2 pâtés de maison sur votre gauche. Et pour info, je suis marié. » L'homme cligna des yeux, puis rit d'un air gêné. Je demandais juste mon chemin. Lorsqu'elle rentra chez elle, Harold était assis dans le salon, les bras croisés. « Tu sembles aimer parler à des inconnus, » remarqua-t-il sans la regarder. Clara posa le sac de pommes, perplexe. Je voulais juste l'aider. Il se tourna vers elle, le regard froid. « À chaque fois que vous sortez, c'est la même histoire. Des hommes vous parlent, vous sourient. Peut-être que vous aimez l'attention. » Sa voix s'adoucit, comme pour apaiser les esprits. « Je n'ai jamais donné à personne une raison de douter de moi. Pourquoi ne peux-tu pas me faire confiance ?» Mais Harold ne répondit pas. Son silence était plus fort que des mots. Un silence empli de suspicion, transformant la politesse ordinaire en trahison imaginaire. Ce que Clara ne voyait pas, c'est que la jalousie d'Harold n'était plus une ombre passagère. La tempête se transformait en tempête, qui prenait de l'ampleur à chaque mouvement imaginable. Et bientôt, il n'y aurait plus d'abri. Le pub d'Alder Lane était sombre, même à midi.
un endroit où les vitres étaient toujours un peu embuées et les conversations toujours un peu plus bruyantes que la sagesse. Harold Bennett sirotait un verre dont il n'avait pas vraiment envie, regardant l'ambre tourbillonner comme si cela pouvait apaiser son agitation intérieure. « Gardant toujours ce halo au-dessus de la tête de ta femme, Harry », dit d'une voix traînante Victor Hale, un ancien camarade de classe, dont le rire était toujours accompagné d'une pointe de moquerie. Il se glissa dans la banquette en face d'Harold et frappa 2 fois la table pour insister. Il la vit chez l'épicier. La moitié de la rue se retourna pour regarder. Harold serra les dents. « Il regarde toujours. C'est le but, » dit Dennis Crowley en s'asseyant à côté de Victor. Il sentait légèrement l'huile de moteur et l'eau de Cologne bon marché. Une femme aussi belle ne passe jamais inaperçue. Les hommes sont des chasseurs par habitude, et la beauté est une piste qui ne se refroidit jamais. Harold fixait la vitre. Elle leur dit qu'elle était mariée. Dennis haussa les épaules. Cela ne fait qu'inciter certains hommes à redoubler d'efforts. Une 3e voix les rejoignit. Mason Pike, qui portait le succès comme un costume criard. « Écoute, Harry, tu es quelqu'un de bien, mais tu es naïf. La femme de mon cousin. Superbe. Elle avait juré de ne jamais recevoir personne. 6 mois plus tard, elle est tombée amoureuse d'un collègue par accident. Ça arrive aux jolies. Elles ont le choix. » Victor se pencha en avant, baissant la voix, comme un poison confidentiel. Toutes les femmes aiment se faire remarquer. La question est de savoir combien de temps avant que l'attention ne se transforme en tentation. Harold déglutit. Clara n'est pas comme ça. Peut-être, dit Mason, les mains levées comme pour paraître juste. Mais on ne peut pas protéger une rose en discutant avec les abeilles. Il faut la couvrir d'un verre. Dennis hocha la tête. Établissez des règles, maîtrisez un peu les choses. Si elle vous respecte, elle acceptera des limites. Des limites ? Murmura Harold. Victor sourit, mince et satisfait. Exactement. Moins de sorties, plus de discussions avec tout le monde. Comment s'appelle-t-il chez le boucher ? Simon ? Ouais. Si elle t'aime vraiment, elle n'hésitera pas à te le prouver. Harold sentit sa poitrine se serrer, comme si l'air s'était épaissi autour de lui. Le bruit de la pièce s'estompa. Il n'entendit plus que le rythme de leurs avertissements, un battement de tambour transformant chaque nuance de la gentillesse de Clara en menace. Mason tapota de nouveau la table. « Écoutez vos amis. Protégez ce qui vous appartient avant qu'il ne vous échappe. » Quand Harold revint enfin sur Alder Lane, la journée lui parut plus rude. Le soleil brillait, les mouettes criaient. Dans son esprit, le sourire de Clara, autrefois son refuge, était désormais une porte ouverte par une nuit venteuse. Lorsqu'il arriva chez lui, son doute avait pris forme et avait un plan. Demain, il la suivrait. Harold quitta la maison 5 minutes après Clara, verrouillant doucement la porte pour ne pas être trahi par le loquet. Il resta de l'autre côté de la rue, tête baissée, col de manteau relevé. La foule matinale offrait une généreuse couverture. Les marchands ambulants criaient à leur prix. Des charrettes à bras claquaient sur les pavés. Les voix se mélangeaient comme des oiseaux agités. Devant, l'écharpe bleue de Clara flottait à travers l'agitation, une petite voile brillante qu'il ne pouvait se permettre de perdre. Elle s'arrêta devant la boulangerie. Harold se glissa derrière un kiosque à journaux, faisant semblant de lire les gros titres, tandis que ses yeux suivirent son reflet dans la vitrine. Elle s'adressa à la boulangère, juste au boulanger. Il hocha la tête et le remercia. Elle est partie avec un pain emballé dans du papier sous le bras, sans s'attarder, sans jeter un regard secret par-dessus son épaule. Pourtant, l'esprit d'Harold a fourni ses propres légendes. Elle a répété. Elle sait comment paraître innocente. Chez le marchand de fruits et légumes, elle inspecta les poires, appuya légèrement son pouce sur la peau, sourit à une grand-mère qui s'enquit du prix du raisin. Un jeune homme, en tablier, couvert de taches de rousseur, soupesa les fruits de Clara et dit quelque chose qu'Harold ne put entendre. Clara rit, bref, poliment, comme une cloche sonnée une fois. L'estomac d'Harold se serra. Là, ce bruit, elle le réserve aux étrangers. Clara poursuivit son chemin, passa devant la vitrine du mercier, où un miroir triangulaire orienté vers la rue offrait à Harold une tranche de vérité déchiquetée. Un homme traquant sa femme en plein jour. Il tressaillit à cette vue et se dit que c'était de la vigilance, pas de la honte. Au stand de fleurs, la vendeuse brandit 2 bouquets, des lys blancs et des tulipes jaunes.
Clara choisit les tulipes, paya et remit en place un pétale perdu avec une tendresse qui blessa Harold plus que n'importe quelle insulte. Elle réserve sa douceur aux choses qui s'estompent, pensa-t-il avec frénésie. Et que suis-je, sinon quelque chose qui s'estompe à ses yeux? Elle tourna dans la ruelle en direction de la fontaine municipale, une petite place où les pigeons se pavanaient et où les enfants jetèrent des miettes. Harold resta collé à l'ombre de l'arcade, ses pas avalés par la pierre. Clara s'assit sur un banc pour ranger ses colis. Pas de rendez-vous, pas de rencontre chuchotée, juste une minute de silence plongé dans ses pensées. Puis une silhouette s'approcha. Simon du boucher, son tablier troqué contre une chemise propre, portait un paquet emballé dans du papier kraft. Il leva la main. Clara se leva, surprise, les tulipes s'inclinant dans sa main. Le pouls d'Harold s'accéléra. Voilà. Simon tendit le paquet, parlant rapidement. Clara secoua la tête, souriant d'un air désolé, les paumes levées comme pour refuser un cadeau. Il insista. Elle déclina à nouveau. De là où Harold se tenait, son refus ressemblait à du flirt, son insistance à de la conquête. Le monde se réduisit à une seule scène mal interprétée, et la jalousie, déjà bouillonnante, s'emballa. La cuisine était sombre, à l'exception de la faible lueur ambrée de l'applique murale. Clara venait de finir de ranger les courses lorsqu'elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir dans un grincement lent et délibéré. Harold entra, son manteau toujours sur lui, les yeux rivés sur elle comme une étrangère surprise en flagrant délit d'intrusion. « Tu es allée au marché » dit-il sèchement. Clara pencha la tête, incertaine de ce qu'il voulait dire. « Bien sûr. Il nous fallait du pain et des fruits. Et une réunion privée, » ajouta-t-il en laissant tomber ses clés sur la table avec un bruit métallique. « Ne te donne pas la peine de le nier. Je t'ai vu. » Elle fronça les sourcils, sincèrement perplexe. « Tu m'as vu faire quoi? Simon, le garçon boucher, te tendant un paquet, en te parlant comme si tu lui étais familier. » Sa voix s'est arrêtée sur le mot, comme si c'était du poison. Clara prit une inspiration profonde. « Harold, il me rendait la monnaie que j'avais oubliée la semaine dernière. C'est tout. Il a insisté pour que je la prenne. J'ai refusé. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. » La voix d'Harold s'éleva, claquant comme un fouet dans la petite pièce. « Vous avez une idée de ce que ça donnait? Comment les gens ont dû le voir? » Ma femme, souriant à un autre homme, le laissant lui remettre ses cadeaux en public. « Ce n'était pas un cadeau, » dit Clara d'une voix sèche pour la première fois. « Pourquoi tout ce que je fais est-il déformé en quelque chose de laid? Tu me connais depuis des années. T'ai-je jamais donné une raison de douter de moi? » Harold faisait les 100 pas, les poings serrés et dépliés. « Tu n'as pas besoin de me donner de raison. Les hommes te voient et pensent pouvoir tenter leur chance. Et toi ?» se tourna-t-il vers elle, les yeux flamboyants. « Tu leur facilites trop la tâche. » Les mains de Clara tremblaient en agrippant le dossier d'une chaise. « Être poli n'est pas une invitation. Je suis ta femme, Harold. Ta fidèle épouse. Je ne peux pas passer ma vie à m'excuser de mon apparence. » Il rit une fois, amèrement. « Tu pourrais au moins essayer ?» Les mots flottaient entre eux comme de la fumée. Clara recula, la poitrine serrée, sachant que rien de ce qu'elle dirait ne pourrait percer l'armure que sa jalousie avait construite. Elle ne vit pas la décision se figer dans ses yeux, que cette soirée ne se terminerait pas par de simples mots. La maison était silencieuse, à l'exception du faible tic-tac de l'horloge du couloir. Clara s'était retirée dans leur chambre quelques heures plus tôt, fermant doucement la porte après la dispute. Elle était restée éveillée longtemps, les yeux fixés au plafond, à l'affût des pas d'Harold. Comme aucun bruit ne se faisait entendre, l'épuisement la tira enfin du sommeil. Dans la cuisine, Harold était assis, voûté à la table, l'unique ampoule au-dessus de lui projetant de profondes ombres sur son visage. La dispute se répétait dans son esprit par fragments incohérents. Sa voix insistait sur sa loyauté, son refus de changer. Sa beauté se dressait comme un défi muet. Ses mains se crispèrent, sur le bord de la table, jusqu'à blanchir ses jointures. Il se leva brusquement, les pieds de la chaise grinçant contre le carrelage, et se dirigea vers le poêle. Son regard se fixa sur la bouilloire suspendue par sa poignée, polie par des années d'utilisation. Il la remplit au robinet, le bruit de l'eau s'échappant bruyamment dans le silence, puis la posa sur le feu. Lorsque la flamme prit, la respiration d'Harold s'accéléra. De la vapeur commença à s'échapper du bec, d'abord fine, puis plus épaisse.
Un léger sifflement emplit la cuisine, accompagné du bruit de quelque chose en lui qui s'affranchissait de la raison. Dans la chambre, Clara remua faiblement, s'agitant sous les couvertures. Harold agrippa la poignée de la bouilloire avec une serviette, sentant la chaleur traverser le métal. La vapeur obscurcit sa vision, et l'espace d'un instant, ce fut comme si la jalousie qui l'habitait prenait forme. Brûlante, étouffante, incontrôlable. Il se dirigea vers la porte de la chambre. Chaque pas était réfléchi. Le poids de la bouilloire était stable dans sa main. La porte s'ouvrit en grinçant, et la faible lumière du couloir éclaira le visage endormi de Clara. Sa respiration était lente, paisible, totalement inconsciente du danger qui la guettait. L'espace d'une fraction de seconde, Harold hésita. Puis la rage revint, éteignant le silence. Il renversa la bouilloire. L'eau bouillante ruissela sur son épaule et son cou. Le cri de Clara résonna dans la nuit, aigu et incessant. Son corps se débattait contre les draps. La bouilloire s'écrasa au sol. Harold recula, la poitrine haletante. La réalité de ce qu'il avait fait se répandit en lui comme la chaleur qu'il avait libérée. Quelque part dehors, un chien aboya et la lumière d'un voisin s'alluma. Mais dans cette pièce, les seuls bruits étaient les sanglots de Clara et la respiration saccadée d'Harold. Deux êtres qui ne pourraient jamais redevenir ce qu'ils étaient, quelques instants plus tôt. Le monde revenait à Clara en morceaux, dans une lumière aveuglante. Le faible bip d'une machine, l'odeur âcre et stérile du désinfectant. Pendant un instant, elle ne sut plus si ses yeux étaient ouverts ou fermés. Puis la douleur se fit sentir. Ce n'était pas une douleur aiguë, mais une douleur profonde, brûlante, qui semblait vivre sous sa peau, palpitant à chaque battement de cœur. Son souffle s'arrêta tandis qu'elle essayait de bouger. Un léger poids sur son épaule l'arrêta. « Ne fais pas ça !» lui ordonna une voix douce. « Reste immobile. » Clara ouvrit brusquement les yeux et vit une infirmière ajuster les tubes à côté de son lit. L'expression de la femme était calme, mais teintée de pitié. « Vous êtes à l'hôpital Saint-Matthew. Tu es là depuis 2 jours. » Clara cligna lentement des yeux, le souvenir encore flou. Elle essaya de parler, mais ses lèvres étaient sèches et lourdes. 2 jours. L'infirmière acquiesça. « Vous souffriez de graves brûlures à l'épaule, au cou et à une partie du visage. Tu es stable maintenant, mais il te faudra du temps. » Une boule se forma dans la gorge de Clara, pas seulement à cause de la douleur, mais parce que la vérité commençait à lui revenir à l'esprit. Elle se souvenait du sifflement de l'eau bouillante, du bruit des pas, de la brûlure semblable à un feu qui lui coupait le souffle. Et d'Harold, debout là. Avant que cette pensée ne s'apaise complètement, la porte s'ouvrit brusquement et une silhouette familière se précipita à l'intérieur. Evelyn Hart, son amie d'enfance, faillit laisser tomber son sac à main en se précipitant vers Clara. « Oh mon Dieu, Clara !» La voix d'Evelyn se brisa, ses yeux brillèrent. Elle tendit la main vers Clara, mais hésita, de peur de la blesser davantage. « Je suis venue dès que j'ai entendu ça. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. » Sa voix se brisa à nouveau, et elle détourna le visage un instant, essuyant ses larmes. Clara déglutit difficilement. « Evelyn, ça fait mal. » Les mots n'étaient qu'un murmure, mais Evelyn les entendit comme un cri. « Je sais, ma chérie, je sais. » Evelyn finit par lui serrer doucement la main, son pouce effleurant les jointures de Clara. « Tu ne mérites pas ça. Rien de tout ça. » L'infirmière sortit discrètement de la pièce, les laissant dans le silence. Clara essaya de croiser le regard d'Evelyn, mais elle aperçut son propre reflet dans le cadre métallique du lit, une image déformée et scintillante de peau gonflée, rouge et couverte de cloques. Son souffle s'accéléra, la panique la submergeant. À quoi ressemblerais-je? Evelyn serra sa main plus fort. « Tu es toujours toi. La même Clara qui me faisait la course sur la berge et me battait à chaque fois. La même Clara qui ne laissait jamais personne marcher seule sous la pluie. Tu es toujours toi-même. » Mais des larmes coulaient sur les joues d'Evelyn, malgré son ton courageux. Clara le voyait. Elle voyait la douleur dans les yeux de son amie, qui reflétait la sienne. L'horloge murale résonnait sans cesse, marquant un silence qui semblait trop pesant pour la petite chambre d'hôpital. L'esprit de Clara tournait, non seulement à cause de la douleur, mais aussi à cause de la question qui la hantait. Que se passe-t-il ensuite? Evelyn se pencha plus près, d'une voix basse et féroce. « Clara, écoute-moi. Ce n'était pas un accident. Il l'a fait,
et je ne te laisserai pas retourner auprès de lui. Pas cette fois. Clara ferma les yeux, le son des paroles de son amie se mêlant à la douleur et au souvenir de l'eau bouillante. Au fond d'elle-même, une petite voix acquiesçait. Mais la honte, l'incrédulité, la tenaillaient encore. La lumière matinale filtrait à travers les stores en fines rayures dorées, projetant de douces ombres sur les draps blancs de l'hôpital. Clara était allongée, appuyée contre 2 oreillers, les yeux rivés sur la télévision muette accrochée en hauteur au mur. Elle ne la regardait pas. Son esprit était ailleurs, encore empêtré dans les fragments de la nuit qui l'avaient amenée ici. Un léger coup frappa à la porte, rompant le silence. Un homme grand, vêtu d'une blouse blanche, entra, un presse-papiers à la main. Ses cheveux poivre et sel et son regard bienveillant lui conféraient une autorité sereine. Le badge épinglé à son manteau indiquait « Dr Matthew Sinclair, Madame Bennett ». Il la salua d'un petit signe de tête respectueux, tirant une chaise près de son lit. « Comment te sens-tu ce matin ?» Les lèvres de Clara s'incurvèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « J'imagine que cela dépend de ta définition du sentiment. » Il hocha lentement la tête, reconnaissant le poids de ses paroles. « Une douleur sur une échelle de 1 à 10 ?» Elle hésita. 8. Peut-être 9 quand je bouge. Le docteur Sinclair prit une note, puis mit le presse-papier de côté. Son ton s'adoucit. « Je vais être honnête avec toi, Clara. Vous avez subi des brûlures au 2e degré au cou, à l'épaule et sur une partie du visage. La bonne nouvelle, c'est que vous vous rétablirez. Vous sortirez de cet hôpital sans problème. » Le regard de Clara se posa sur ses yeux, cherchant la partie qu'il n'avait pas encore dite. Et la mauvaise nouvelle? Il expira lentement. Il y aura des cicatrices. Elles peuvent s'estomper avec le temps, mais certaines seront permanentes. La peau peut guérir, mais pas toujours comme avant. Ses mains se crispèrent dans les draps. Et alors? Je ne serai plus jamais le même. Il ne répondit pas immédiatement, ce qui était déjà une réponse. Au lieu de cela, il se pencha en avant, la voix posée. « Je sais que c'est dur à entendre, mais je veux que tu comprennes. Ta vie n'est pas finie pour autant. Tu es toujours là. Ta voix, ton esprit, ton cœur, cela reste intact. » Clara sentit sa gorge se serrer. L'idée de vivre avec un visage qui racontait cette histoire sans mots était presque plus dure à supporter que la douleur elle-même. « Les gens la regarderont fixement, » murmura-t-elle. « Certains le feront, admit le docteur Sinclair. Mais d'autres verront la force qu'il a fallu pour survivre. Et toi, Clara, c'est à toi de décider lesquels comptent. » Les larmes lui montèrent aux yeux et elle tourna vivement le visage vers la fenêtre. « Je n'ai pas demandé de force, je voulais juste la paix. »« Je sais, » dit-il doucement. « Mais parfois, la force est la seule chose qui nous sépare de ceux qui essaient de nous briser. » On frappa doucement à la porte. Evelyne se tenait là, tenant un petit vase de marguerites fraîches. Elle entendit ces derniers mots et jeta un regard à Clara avec une expression mêlant tristesse et détermination. Le docteur Sinclair se leva et rassembla son bloc-notes. « Je viendrai vous voir plus tard dans la journée. Nous commencerons votre prochaine séance de traitement dans 1 heure. En attendant, reposez-vous. Et n'oubliez pas, survivre, ce n'est pas seulement vivre l'instant présent, c'est choisir de le poursuivre. » En partant, Clara contempla les fleurs qu'Evelyne avait déposées sur la table de chevet. Des pétales blancs, immaculés, se dressant fièrement malgré leurs tiges fragiles. Pour la première fois depuis son réveil, Clara se demanda si, peut-être, il existait un moyen de rester debout, elle aussi. Le faible bourdonnement de la climatisation emplissait la chambre d'hôpital, interrompu seulement par le bip rythmique du moniteur près du lit de Clara. Evelyne était assise sur la chaise la plus proche d'elle, la posture raide, les doigts serrés sur ses genoux. Elle était restée silencieuse ces dernières minutes, se contentant de regarder Clara remuer un gobelet en plastique avec sa paille, sans jamais en boire une seule gorgée. Finalement, Evelyne rompit le silence. « Clara, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé. » Les yeux de Clara restèrent fixés sur la tasse, suivant la fine ligne de condensation qui coulait sur son côté. « Ce qui s'est passé, » dit-elle lentement, « était un accident. » Evelyne se pencha en avant, d'une voix basse mais intense. « Non, ne dites pas ça comme ça. Tu dormais, Clara. Il a fait bouillir de l'eau et l'a versée sur toi. Ce n'est pas un hasard. » Clara tressaillit comme si les mots eux-mêmes la brûlaient. « Tu ne comprends pas.
Harold, il n'est pas toujours comme ça. Lui, il a eu une année difficile. Le travail a été lent, l'argent a été... Arrête. La voix d'Evelyn s'est brisée comme un fouet. N'ose pas l'excuser. Je m'en fiche qu'il ait vécu la pire année de sa vie. Rien, absolument rien ne justifie cela. La respiration de Clara s'accéléra. Elle agrippa la couverture, sentant sa douceur contre les bandages en dessous. Si je le dénonce, tout le monde le saura. Les voisins, mon église, mes parents, ils me regardent comme si j'étais faible, comme si j'avais laissé faire. Les yeux d'Evelyn brillaient, mais son regard était inflexible. Tu n'es pas faible. Tu as survécu à quelque chose qui aurait brisé la plupart des gens. Mais si tu gardes le silence, Clara, il recommencera. Peut-être pour toi, peut-être pour quelqu'un d'autre, et la prochaine fois, ce sera peut-être pire. Clara déglutit difficilement, une boule lui serrant la gorge. Tu crois que je ne sais pas ça? J'entends encore le bruit de la bouilloire qui tombe par terre. Je sens encore l'odeur de la vapeur. Chaque fois que je fermais les yeux, sa voix s'éteignait, brisée. Evelyn lui prit la main, en prenant soin de ne pas effleurer ses brûlures. Tu as une chance de l'arrêter, maintenant. La police peut vous protéger, mais elle ne peut rien faire si vous ne parlez pas. Clara secoua la tête, la voix tremblante. Parler, c'est admettre que mon mari est le genre d'homme qui pourrait me faire ça. Cela signifie dire à voix haute que la vie que je croyais avoir était un mensonge. Je ne suis pas prête pour ça. Evelyn lui serra doucement la main. Tu n'as pas besoin d'être prête à tout aujourd'hui. Mais tu dois être prête à une chose. Te sauver. Des larmes coulèrent sur les joues de Clara, brûlantes et implacables. J'ai juste besoin de temps. Evelyn n'insista pas davantage. Elle resta simplement assise à ses côtés, leurs mains jointes constituant le seul pont entre la peur et la résolution. De l'autre côté de la fenêtre, le soleil de l'après-midi baissait la tête, projetant de longues ombres dans la pièce, comme si le jour lui-même rappelait à Clara que le temps passait, et avec lui, la possibilité de décider de son propre destin. Le lendemain matin, Clara se réveilla au son de pas légers et du bruissement des rideaux qu'on tirait. La pièce s'emplit d'une lumière pâle et douce qui adoucissait la froideur des murs stériles. Elle tourna la tête et vit un homme en blouse bleu clair qui vérifiait la ligne 4 avec une attention experte. « Vous êtes réveillé », dit-il avec un léger sourire. Sa voix était chaleureuse, posée. Le badge qu'il avait glissé dans sa poche indiquait « Thomas Reeves ». Clara parvint à hocher légèrement la tête. « Bonjour ». Thomas ajusta la perfusion, puis sortit un petit carnet de sa poche pour noter quelque chose. Son niveau de douleur. 7, admit-elle. Bon, on va faire avec. Il hésita, scrutant son visage comme s'il se demandait s'il devait continuer. J'ai lu ton dossier, et j'ai entendu une partie de ce que ton ami a dit hier. Les yeux de Clara se posèrent sur ses mains, ses doigts caressant la couverture. Elle était juste inquiète. C'était compliqué. Thomas s'accroupit pour être à sa hauteur. Clara, je fais ce métier depuis 15 ans. J'ai vu des brûlures dues à des accidents, et j'en ai vu d'autres. Que t'est-il arrivé? Ce n'était pas un accident, si? Elle déglutit, la gorge serrée. Je ne veux pas en parler. C'est juste, dit-il doucement, mais je veux que tu saches une chose. Ce qui s'est passé n'est pas de ta faute, et si tu veux arrêter, il y a des gens qui peuvent t'aider. Ses yeux se posèrent sur la porte fermée, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. S'il découvre que j'en ai parlé à quelqu'un, il ne le fera pas. Thomas l'interrompit doucement mais fermement. On peut passer l'appel d'ici, et il restera hors service. Personne ne le saura avant que la police ne soit prête à intervenir. Clara le fixait, partagée entre la peur et la fragile lueur d'espoir que ses mots allumaient. Même si je le voulais, je n'en ai pas la force pour l'instant. Ce n'est pas grave, dit Thomas. Il suffit d'avoir la volonté. Je m'occupe du reste. Il se leva, se dirigea vers le meuble d'angle et ouvrit un tiroir, d'où il sortit un petit téléphone portable fourni par l'hôpital. Il n'est pas enregistré. Nous l'utilisons, en cas d'urgence, lorsque les lignes du service sont coupées. Il le déposa délicatement sur la table à côté de son lit. Pendant un long moment, Clara le fixa simplement. Son reflet miroitait faiblement sur l'écran noir, pâle et bandé, mais toujours le sien. Lentement, elle tendit la main, ses doigts effleurant le bord. « Tu veux que je compose le numéro ?» demanda Thomas. Sa main tremblait, mais elle hocha la tête. « Oui. » Il s'approcha, protégeant le téléphone de son corps et composant un numéro.
C'est l'inspectrice Laura Hayes, murmura-t-il. Elle est gentille, patiente, minutieuse, et elle vous écoutera. Une fois la ligne établie, Thomas plaça le téléphone dans la main de Clara. Son cœur battait fort en entendant la voix calme à l'autre bout du fil. C'était l'inspecteur Hayes qui parlait. Clara prit une inspiration tremblante. « Je m'appelle Clara Bennett, et mon mari a tenté de me tuer. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme une libération de chaîne. Thomas lui fit un signe de tête rassurant, tandis qu'elle commençait à raconter ce qui s'était passé, sa voix tremblante, mais devenant plus ferme à chaque détail. Lorsqu'elle raccrocha, ses épaules semblaient plus légères, comme si elle sortait d'une pièce fermée à clé pour la première fois. Thomas reprit le téléphone et le rangea. « Tu as fait le plus dur aujourd'hui, Clara. Le reste, nous l'affronterons ensemble. » Pour la première fois depuis son réveil à l'hôpital, Clara le croyait. Il était en milieu de matinée quand Harold Bennett traversa le chantier, presse-papiers à la main, hurlant des ordres à un groupe d'ouvriers transportant des poutres d'acier. Le soleil illuminait le chantier et le cliquetis métallique des outils résonnait dans l'air. Harold semblait avoir le contrôle de la situation, jusqu'à ce que le bruit des sirènes qui approchaient vienne le perturber. 2 voitures de patrouille franchirent le portail, suivies d'une berline banalisée. Les ouvriers ralentirent, échangeant des regards curieux. De la berline sortit l'inspectrice Laura Hayes, son costume sombre impeccable malgré la poussière, l'expression indéchiffrable. 2 agents en uniforme la flanquaient. « Harold Bennett !» cria-t-elle, sa voix portant à travers la cour. Harold fronça les sourcils. « Oui ? De quoi s'agit-il » L'inspecteur Hayes s'arrêta devant lui, brandissant une feuille pliée. « Nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour tentative de meurtre. » Les mots firent l'effet d'un coup de massue. La bouche d'Harold s'ouvrit, puis se referma brusquement. « Tentez quoi ? C'est ridicule. » Il jeta un coup d'œil aux hommes autour de lui, les yeux déjà plissés. « C'est une erreur, » dit-il rapidement en se tournant vers Hayes. « Ma femme a eu un accident à la maison. Elle est confuse, probablement droguée à l'hôpital. On ne peut pas la croire sur parole. L'un des policiers s'est avancé. Monsieur, nous avons des témoignages du personnel médical, ainsi que des blessures compatibles avec des violences volontaires. Nous avons aussi un enregistrement audio de son appel à la police. » Harold rougit. « Elle ment pour me faire passer pour un imbécile. Elle a toujours été dramatique. »« Monsieur, » interrompit Hayes d'un ton glacial, « nous avons aussi des témoins. Du côté du chantier, le contremaître du chantier, un homme corpulent nommé Alan Griggs, s'avança à contre-cœur. « Harold, je t'ai vu il y a 2 jours. Tu es arrivé en retard sentant la fumée. Tu as dit que tu avais eu une nuit difficile. Je n'y avais pas prêté attention jusqu'à maintenant. » Une autre employée, Danny Cole, se déplaçait avec inquiétude. « Tu m'avais dit que tu la remettrais à sa place avant de partir ce soir-là. Je croyais que tu plaisantais. J'imagine que non. » Des murmures parcoururent la foule. Harold serra les mâchoires. Son regard allait d'un homme à l'autre. « C'est absurde. Il déforme mes propos. » Hayes fit un pas en avant, son regard rivé sur le sien. « Vous avez eu l'occasion de vous expliquer, monsieur Bennett. Maintenant, vous pouvez le faire au poste. » Les policiers sont intervenus, l'un d'eux attachant les mains d'Harold dans le dos avec des menottes en acier froid. Harold se tordit contre eux, fusillant du regard la foule qui s'était rassemblée. « Elle me gâche la vie !» cria-t-il. « Vous verrez. Elle n'est rien sans moi. » Alan Griggs secoua lentement la tête. « On dirait qu'elle est mieux sans toi. » Les policiers conduisirent Harold vers la voiture de patrouille, ses bottes soulevant la poussière. Chaque pas était lourd, non seulement à cause du tiraillement des menottes, mais aussi à cause du poids soudain de la réalité. Sa vie s'effondrait sous les yeux des hommes qui le respectaient autrefois. L'inspectrice Hayes le regarda s'asseoir à l'arrière. Son expression était indéchiffrable. Puis, elle s'est tournée vers le contremaître. « Merci pour votre coopération. » 222. Votre honneur, l'État présentera des preuves démontrant que l'accusé a intentionnellement infligé de graves brûlures à sa femme, Clara Bennett, en lui versant de l'eau bouillante dessus pendant son sommeil. Il s'agissait d'un acte délibéré, motivé par la jalousie et le désir de contrôle. Des murmures ont parcouru l'assistance. Harold sentit sa gorge se serrer lorsqu'il attrapa l'épicier, secouant lentement la tête et murmurant quelque chose à l'homme à côté de lui. À la fin de l'audience, Harold fut escorté jusqu'aux marches du palais de justice.
Les journalistes se pressaient dans l'allée, flash allumé. « Harold, as-tu essayé de tuer ta femme » cria l'un d'eux. « As-tu quelque chose à dire à Clara » demanda un autre. Il continua de marcher, les ignorant, mais la douleur des remarques entendues le transperça. « C'est l'homme du marché, n'est-ce pas ? La pauvre femme, elle était toujours si polie. Je ne le laisserai plus jamais approcher de ma famille. » Quand Harold atteignit le camion, ses épaules lui semblaient de plus lourdes que les menottes qu'il portait quelques jours auparavant. De retour à Alder Lane, la nouvelle se répandit plus vite que le vent d'automne. Le boucher Simon raconta le moment à la fontaine, insistant sur le fait que Clara avait été tout simplement respectueuse. Le fleuriste raconta à tous ceux qui le demandaient comment Harold l'avait un jour fusillé du regard pour avoir vendu ses tulipes. Même les fidèles de l'église ont murmuré leur condamnation pendant le service du dimanche, bien que Clara elle-même n'ait pas été vue depuis l'incident. Sur le chantier, le contremaître d'Harold, Alan Griggs, a affiché un avis indiquant que le harcèlement, sous quelque forme que ce soit, ne serait pas toléré ici. Même si le nom d'Harold n'y figurait pas, tout le monde savait à qui il était destiné. Les enfants qui autrefois le saluaient dans la rue se détournaient désormais lorsqu'il passait sous escorte policière. Ses amis cessèrent de l'appeler. Même son propre cousin, Mason Pike, celui-là même qui avait un jour mis Harold en garde contre une belle épouse, refusait de répondre à ses appels. Dans le silence de sa cellule, Harold revivait les semaines passées par fragments incohérents. Le marché, la dispute, la bouilloire, le cri de Clara. Il se répétait sans cesse qu'elle l'avait provoqué, que ce n'était pas sa faute. Mais à chaque fois, sa conviction vacillait un peu plus. Hors de ses murs, la communauté qu'il avait saluée dans la file d'attente à la boulangerie ne prononçait plus son nom qu'à voix basse, avec pitié ou dégoût. Le vent avait tourné, et Harold s'éloignait toujours plus de la vie qu'il croyait lui appartenir de droit. Les journées à St. Matthew prirent un rythme auquel Clara ne s'attendait pas. Les matinées commençaient par le bourdonnement discret de la salle et le léger tintement des plateaux du petit déjeuner, suivi de la brûlure des pommades et du changement lent et minutieux des pansements. Au début, chaque changement de pansement lui rappelait cruellement ce qui lui avait été volé. Mais avec le temps, la douleur est devenue supportable, non pas parce qu'elle s'est atténuée, mais parce qu'elle avait appris à l'affronter sans broncher. Evelyn était une présence constante. Elle arrivait chaque après-midi avec quelque chose pour égayer la pièce. Un vase de fleurs fraîches, une nouvelle écharpe de la couleur préférée de Clara, ou simplement une histoire venue d'ailleurs qui faisait sourire Clara malgré elle. Evelyn n'insistait jamais trop, mais elle ne laissait jamais Clara s'enfoncer trop profondément non plus. Un jour à la fois, disait-elle en bordant la couverture autour de son amie avant de sortir pour la nuit. Et puis il y avait Thomas Reeves, l'infirmier dont la sérénité tranquille était devenue un ancrage. Il lui parlait comme si elle était plus qu'une simple patiente, lui demandant quels livres elle aimait, lui racontant des anecdotes apprises au cours de ses années de travail à l'hôpital. Il l'avait fait rire une fois, vraiment rire, en comparant son adolescence difficile à l'apprentissage de la danse sans musique. Un après-midi, Thomas roula dans un miroir, dont les bords furent enveloppés dans une serviette douce pour qu'il ne paraisse ni froid ni dur. « Quand tu seras prête, » dit-il en le déposant au pied de son lit. Clara le fixa longuement avant de finalement le rapprocher. La femme qui la regardait n'était pas celle qui avait quitté la maison ce soir-là. Il y avait des zones à vif, des cloques qui s'atténuaient et des rides là où se trouvait autrefois une peau lisse. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, une stabilité dans son regard, une profondeur qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Quand Evelyn entra, Clara ne cacha pas le miroir. Elle dit simplement « C'est moi maintenant, et toi ?» répondit doucement Evelyn. « Tu es toujours aussi belle, différente peut-être, mais pas moins toi. » Pour la première fois depuis l'agression, Clara ressentit un léger frémissement de conviction. Non pas que la vie redevienne ce qu'elle était, mais que quelque chose de nouveau, de plus fort, pourrait naître de ce qui restait. 2 mois après avoir quitté St. Matthews, Clara se tenait dans le modeste centre communautaire d'Alder Lane, ajustant les chaises pliantes en un cercle bien net. Un parfum de thé fraîchement infusé flottait d'une table dans un coin, où Evelyn disposait des tasses et une assiette de sablé. « Tu es sûre de ça ?» demanda Evelyn d'une voix chaleureuse, mais teintée d'inquiétude. Clara hocha la tête. « J'en suis sûre depuis des semaines. Il me fallait juste la force de le faire. » Les cicatrices sur son cou et son épaule dépassaient du drapé délicat de son chemisier. Elle ne les cachait plus,
Il faisait désormais partie de son histoire. C'est en partie pour cette raison qu'elle avait distribué des tracts en ville sur lesquels on pouvait lire « Cercle des survivants », un espace sûr pour guérir et être écouté. La première à arriver fut une jeune mère nommée Paige Turner, serrant la main d'un garçon de 6 ans à peine. Elle hésita sur le seuil jusqu'à ce que Clara lui sourit et lui fasse signe d'entrer. « Tu es au bon endroit », lui assura Clara. Puis arriva Margaret Doyle, une enseignante à la retraite, au regard posé et au regard chargé de décennies d'histoires inédites. Derrière elle se trouvait Lena Brooks, qui marchait avec une canne, mais gardait la tête haute. Une fois les chaises occupées, Clara s'assit parmi eux, les mains jointes sur ses genoux. « Merci d'être venu », commença-t-elle d'une voix assurée. Ce groupe ne cherche pas à ressasser ce qui nous a été fait. Il s'agit de reprendre possession des morceaux que nous pensions avoir perdus. Il s'agit de savoir que nous ne sommes pas seuls. Une à une, les femmes se sont présentées, non pas avec les noms de leurs agresseurs, mais avec ceux qu'elles s'étaient donnés à elles-mêmes. Elles ont partagé des fragments de leur parcours, des nuits passées dans des refuges, des moments où elles ont failli repartir, et le jour où elles ont finalement décidé qu'elles méritaient mieux. Clara écoutait plus qu'elle ne parlait, mais quand son tour est venu, elle a dit sa vérité sans broncher. Mes cicatrices ne vivent pas seulement sur ma peau. Elles vivent dans mes souvenirs, dans la façon dont je vérifie encore mes serrures 2 fois avant de me coucher. Mais je suis ici, parce que je sais que la guérison ne se fait pas en silence. La pièce resta silencieuse un instant, ce silence qui signifie que les gens retiennent chaque mot. Puis Paige tendit la main et prit celle de Clara. « Merci », murmura-t-elle. Je pensais être la seule. À la fin de la réunion, des accolades ont eu lieu, des numéros de téléphone ont été notés et une promesse de se revoir la semaine prochaine a été faite. Lorsque les femmes sont parties, la salle semblait plus légère, comme si le poids que chacune avait porté était désormais partagé entre elles. Clara se tenait sur le seuil et les regardait partir. Evelyn la rejoignit et passa un bras autour de ses épaules. « Vous avez fait plus que créer un groupe aujourd'hui, » dit-elle. « Tu as lancé un mouvement. » Clara sourit faiblement. « Alors, on va continuer. » Le courriel est arrivé tard un soir, alors que Clara révisait ses notes pour la prochaine réunion du Cercle des survivants. L'objet était « Invitation à participer à Morning Light. Votre histoire compte. » Elle a failli le supprimer, pensant que c'était une erreur. Mais à mesure qu'elle lisait, son pouls accélérait. L'animatrice, Amelia Grant, avait vu un article dans un journal local sur le groupe de soutien. Elle voulait que Clara vienne à l'antenne pour parler de son parcours, non pas en tant que victime, mais en tant que militante. Evelyn fut la première à qui Clara en parla. « Tu dois le faire », dit-elle sans hésiter. « Les gens ont besoin de t'entendre. » Clara hésita. « À la télévision, Evelyn, mon visage, mes cicatrices, tout le monde les verra. » Evelyn soutint fermement son regard. « Et c'est exactement pour ça que tu devrais y aller. Tu as survécu, tu es toujours debout. Que le monde voie à quoi ça ressemble. » 2 semaines plus tard, Clara se tenait dans les coulisses du studio baigné de lumière, vêtue d'une simple robe bleu marine, sans chercher à dissimuler les marques pâles et cicatrisantes sur son cou et son épaule. Elle percevait le bourdonnement des caméras, le frémissement de l'équipe et le léger bourdonnement du public qui l'attendait derrière le rideau. Amelia l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Clara, merci d'être là. Parle avec ton cœur. Le reste suivra. » Au début de la séquence, Clara entra sur le plateau sous des applaudissements polis. Elle prit place en face d'Amelia, la posture droite malgré les battements dans sa poitrine. « Clara, » commença Amelia, « vous avez vécu une épreuve que la plupart d'entre nous ne peuvent imaginer. Et pourtant, vous êtes là, à aider les autres. Racontez-nous comment tout a commencé. » Clara prit une longue inspiration. Tout commença par un silence. Après avoir été agressée, je pensais que me cacher me protégerait des regards, des questions, de la pitié. Mais le silence ne faisait que le protéger. Quand j'ai enfin parlé, j'ai trouvé non pas la honte, mais la force. Et maintenant, j'essaie d'aider les autres à trouver la leur. La caméra a fait un gros plan. Clara n'a pas bronché. Elle a laissé le public voir chaque ride et chaque ombre de sa peau. « Tes cicatrices, » dit doucement Amelia. « Tu as choisi de ne pas les cacher aujourd'hui. »« Elles font partie de moi, » répondit Clara. « Les cacher n'efface pas ce qui s'est passé. Les laisser visibles me rappelle, et peut-être à quelqu'un qui nous regarde, que nous pouvons survivre à des choses destinées à nous détruire. » Pendant un instant, le studio resta silencieux. Puis une vague d'applaudissements s'éleva du public, non poli cette fois,
mais ample et soutenu. À la fin de l'interview, Clara sentit quelque chose changer au plus profond d'elle-même. Elle avait craint d'être vue, mais elle comprenait maintenant que cette vue était sa victoire. La salle commune de la prison était un carré de béton terne, baigné de lumière fluorescente vacillante. La télévision, installée en hauteur dans un coin, était le seul élément qui rompait la monotonie, son faible bourdonnement contrastant avec le bruit des détenus faisant la queue pour le repas de l'après-midi. Harold Bennett était assis à l'une des tables métalliques, la posture voûtée, le regard lourd de semaines de nuit blanche. L'uniforme kaki de la prison lui tombait désormais sur le corps. Le poids de son arrogance avait disparu. Il ne prêta plus vraiment attention à la télévision jusqu'à ce qu'il entende sa voix. Quand j'ai enfin pris la parole, je n'ai pas trouvé la honte, mais la force. Harold releva brusquement la tête. À l'écran, Clara était assise en face d'un présentateur de télévision posé. La robe bleu marine qu'elle portait la mettait en valeur, la douce lumière soulignant les contours de son visage, malgré ses cicatrices. Ses cheveux tombaient sur une épaule, et elle ne ressemblait en rien à la femme brisée qu'il avait vue pour la dernière fois cette nuit-là dans leur chambre. Les détenus autour de lui ricanèrent doucement. « C'est ta femme ?» demanda l'un d'eux avec un sourire narquois. Harold ne répondit pas. La caméra zooma sur le visage de Clara tandis qu'elle continuait. Je pensais que le silence me protégerait des regards et des questions. Mais le silence ne faisait que le protéger. Je n'ai pas à rougir. C'est vrai. Harold serra les poings sous la table. Il avait envie de crier, d'expliquer, de déformer le récit pour qu'il puisse vivre avec. Mais il ne restait plus personne à convaincre, pas même lui-même. À l'écran, Clara esquissait un léger sourire sous les applaudissements du public. « Nous pouvons survivre à des choses destinées à nous détruire, dit-elle, et nous pouvons choisir de les transformer en quelque chose qui sauve les autres. » L'animateur la remercia. La foule applaudit à nouveau et la séquence passa à une publicité. Mais Harold fixait l'espace vide où se trouvait son image, comme si elle y était peut-être encore. Pour la première fois depuis son arrestation, la vérité s'imposait sans sa défense habituelle. Il avait prétendu l'aimer, la protéger de menaces imaginaires. Pourtant, ce faisant, il était devenu le danger même dont il avait juré de se protéger. Maintenant, elle était dans le monde, aidant les autres, fière de son image, visible. Et lui était là, coincé dans un endroit où chaque jour était de la même nuance de gris. Harold se laissa aller dans son fauteuil, la mâchoire pendante, son esprit repassant ses paroles encore et encore. Au plus profond de lui-même, il comprit qu'il avait détruit ce qu'il prétendait chérir. Et ni le temps, ni les excuses, ni la déformation de la vérité ne pourraient jamais y remédier. Il était une fois, dans un coin tranquille du monde, un homme qui croyait qu'on pouvait préserver l'amour en le mettant sous clé. Il pensait qu'en resserrant son emprise, le monde ne le lui reprendrait jamais. Mais il oublia la plus ancienne vérité. L'amour n'est pas un prisonnier à surveiller, c'est un jardin à cultiver. Les mains d'Harold Bennett, censées tenir et protéger, sont devenues le feu même qui a brûlé ce qu'il avait juré de chérir. Sa jalousie a transformé la chaleur de son foyer en une fournaise, jusqu'à ce que la femme qu'il aimait ne soit plus en sécurité, même dans son sommeil. Et au fil des saisons, les mains qui avaient autrefois touché son visage avec affection furent enchaînées, tandis que les siennes, marquées mais intactes, étaient mains libres. Clara Bennett traversa les flammes et en sortit. Non pas comme la femme qu'elle était auparavant, mais comme quelque chose de plus. Une voix pour celles qui sont réduites au silence, un refuge pour celles qui sont blessées, un rappel que la beauté ne réside pas dans une peau parfaite, mais dans un esprit qui refuse d'être détruit. Ces cicatrices révélaient la vérité qu'Harold avait tenté de cacher. Cette cruauté porte souvent le masque de l'amour, et cette confiance, une fois brûlée, laisse derrière elle bien plus que des cendres. Pourtant, elle n'a pas vécu dans l'amertume. Elle a choisi d'utiliser sa douleur comme une lanterne, éclairant le chemin de ceux qui sont encore prisonniers de l'obscurité. Et ainsi se termine le conte populaire. La beauté n'est pas une malédiction, mais une bénédiction aux yeux de l'amour. Pourtant, entre les mains de la jalousie, même les bénédictions sont brûlées. Protégez l'amour avec confiance, ou vous le verrez se réduire en cendres. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, chérissez-le sans l'enchaîner. Si vous aimez, aimez avec liberté, sans peur. Et si vous voyez des signes de jalousie se transformer en mal, parlez avant que le silence ne devienne votre prison.
À tous ceux et celles qui entendent cette histoire, rappelez-vous, il ne suffit pas de survivre à ce qui vous brise. La véritable victoire consiste à utiliser sa survie pour empêcher les autres de se briser. L'histoire de Clara n'est pas seulement la sienne. C'est un avertissement, une carte et une lumière. N'attendez pas que les gens que vous aimez deviennent des étrangers derrière une vitre, jusqu'à ce que vos regrets soient plus forts que vos excuses. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Si elle vous a ouvert les yeux, parlez-en. Et si cela a touché votre cœur, agissez, parce que quelqu'un, quelque part, doit l'entendre avant qu'il ne soit trop tard. Aimez, partagez et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires porteuses de vérité et d'espoir de changement. Votre clic pourrait être celui qui mettra cette leçon entre les mains de quelqu'un qui en a désespérément besoin